Voici donc venu le temps du rituel grâce auquel, Serge, tu vas entrer dans l'ordre de la Légion d'honneur. Il y a d'autres ordres possibles. Pour nous qui sommes allés à Assise et à la Verna, avec certaines compagnes et certains compagnons de notre communauté de Sainte-Énéa ici présents, il y aurait aussi la possibilité d'entrer dans le tiers-ordre franciscain, un moyen plus sûr de recevoir en une seconde étape une auréole. Mais ça n'est pas le programme de ce soir. Alors, plutôt que d'évoquer François d'Assise, pensons à un chevalier, puisque tu seras dans quelques instants chevalier. Pour toi, Serge, c'est moins étrange que pour bien d'autres personnes qui reçoivent ce grade. En effet, tu as commencé à être connu, et c'est comme cela que nous nous sommes rencontrés, grâce à ta maîtrise des secrets de famille, en révélant celui caché dans les aventures de Tintin. Le personnage central, le capitaine Haddock, commence à être le chevalier François de Haddock. Nous y voilà. Pour que tu deviennes chevalier à ton tour, tu avais besoin d'un chevalier. Alors, à défaut d'avoir François de Haddock, tu as choisi le chevalier François de Saint-Louis. C'est donc une situation ad hoc. La deuxième qualité de ce... Oui, à la fin, je ferai peut-être psychanalyste lacanière, mais ça m'étonnerait. La deuxième qualité de ce dernier chevalier, il me semble-t-il, de ne pas justement appartenir à la même confrérie professionnelle. Si tu avais choisi un psychanalyste, tu aurais dû opter pour un membre de l'école freudienne ou de l'association psychanalytique de France, la liste pourrait être longue. Avec la sociologie, le risque était moindre. Mais c'est surtout l'amitié que tu as exprimée en me choisissant qui me touche et je t'en remercie vivement. Pour ce rituel, presque tout est en place, manque la médaille encore absente ou seulement présente par l'image. Car tu as tenu, Serge, à ce qu'un autre personnage soit là, qui représente une partie plus récente de ton parcours. Attendons sa venue pour savoir de qui il s'agit. Dans la tradition du rituel, avant que la personne qui dispose du pouvoir performatif prononce la phrase qui réalise l'action, celle de transformer une personne ordinaire en chevalier, elle doit brosser un portrait de la personne qui entre dans l'ordre. Mais ce soir, le rituel est un peu bousculé. Tout l'après-midi a été consacré à retracer les étapes de ton parcours professionnel et scientifique. De plus, sans répondre au désir d'extimité des sociétés modernes, tu as néanmoins raconté comment Hitchcock t'a guéri, comment tu as failli mourir de honte, comment tu es devenu amoureux d'un camion transporteur de la marque Alberson. Pour toi, ton attachement à ce camion renvoie à l'affection à ton grand-père Albert, disparu trop tôt. Tu te revois déchiffrer l'inscription de la bâche, qu'Alberson ait souhaité ainsi, magiquement, revoir ton grand-père bien-aimé. Enfin, qu'Albert sonne. Reprenons les étapes telles qu'elles sont inscrites dans le programme de cet après-midi. Les secrets de famille, à commencer par celui de la famille d'Hergé, et pour finir par le tien. En parallèle, les images et la photographie, puis les robots et l'empathie. Ces étapes sont marquées notamment par une grande série de livres, des premiers, l'érotisme au toucher des étoffes, et Tintin chez le psychanalyste, au dernier, petit traité de cyberpsychologie et mort de honte. En bon sociologue, qui pense à la manière de bien des psychanalystes, je pourrais reprendre que beaucoup se joue pendant l'enfance. La double trajectoire sociale de ces lignées familiales. Des deux côtés, une chute à la génération des grands-pères. Et un conseil répété de la part de Max, ton père. Je cite, « Restez petit quoi qu'il arrive ». Mais tu n'as pas écouté les recommandations de ton père de rester à ta place. Tu rappelles pourtant que certains parents disent à leur fils « Vois grand ». Les miens me conseillaient plutôt de rester modeste en toute chose et de voir petit. Est-ce une des racines de la honte que tu as étudiée dans tes livres? Selon certains théoriciens, la honte naît dans le jugement des autres, qui a pour fonction, je te cite, la limitation de l'expansion démesurée du self de chacun.
La honte, dans ses formes mineures, informe chacun du caractère irréaliste de ses prétentions et lui permet de parvenir à une appréciation plus réaliste de soi. Il n'est pas certain que les énoncés de ton père aient suffi à limiter ton ascension, parce que finalement, ni ton père ni ta mère ne t'avaient interdit cette bifurcation. Mais tu prolonges l'analyse. En effet, pour toi, l'explication sociologique de la honte de ses parents, caractéristique de certains transclasses, est un mécanisme psychologique de défense. Je te cite encore. L'idée que ces difficultés sont liées uniquement à un changement de catégorie sociale libère le sujet de sa culpabilité. Et en prenant appui sur les armoires vides d'Annie Ernaux, tu montres que la morale du « il faut se satisfaire de ce qu'on a » est une sorte de rempart, là aussi je te cite, contre les excès redoutés de la pulsion orale non symbolisée. Là, normalement, vous auriez dû applaudir vu la profondeur. La honte n'est jamais uniquement sociale, elle repose aussi sur d'autres éléments psychologiques. Plus psychologiques. Dans ton dernier livre, tu insistes sur cette dissociation puisque tu affirmes même voir un avantage à ton origine modeste. Si tu as failli mourir de honte, ce n'est donc pas par névrose de classe. À propos de cette honte, la tienne révélée dans ton dernier livre, j'ai relu certains de tes ouvrages pour préparer ce discours et j'ai découvert des énoncés qui prennent alors une autre coloration. Ainsi, cette phrase que tu as écrite en 1990, je cite « Il me semble que le fantasme majeur qui soutient l'activité manuelle créatrice est que la main soit mère pour le reste du soi. » Oui, c'est de singes qui seront. Mais à l'époque, hors du secret. Oui, hors du secret. On comprend mieux comment, pour tout un temps de ta carrière, tu as été centré sur le dessin, les tiens et celui des autres. Comme cela, si je t'en crois, je te cite. La partie du moi liée au secret tente de rendre acceptable pour le moi conscient les contenus qui s'y trouvent enfermés. Ta thèse de médecine, entièrement en dessin, une grande première, n'est pas seulement une provocation d'un jeune médecin engagé à gauche. Feu sur le quartier général des mandarins. Elle t'autorise à t'exprimer autrement que sous la forme dominante de la parole écrite. Tout le long de ton œuvre, tu soulignes si bien l'importance de la différence entre le mot et le dessin. Je te cite encore, la main se substitue au mot pour donner une forme communicable à certaines représentations, à certains contenus affectifs qui n'avaient pu trouver leur place au sein du moi conscient. Cela fait partie, si je puis me permettre, de ton charme théorique, alors que la psychanalyse privilégie avant tout la mise en mots. Dès le départ, tu as valorisé, l'image est de toi, la sainte trinité de la symbolisation, le corps, l'image et le verbe. Je voudrais, pour finir, revenir sur le vêtement. Tu en fais de brillantes analyses dans ton travail sur Tintin, notamment avec l'impression que les Dupont D et T sont toujours à côté de la plaque. La vignette qui m'a fait basculer dans la tisseromania est celle où, dans le Lotus bleu, les Dupont D et T marchent dans une rue chinoise, habillés en chinois traditionnel, et donc sont objet de la dérision des Chinois eux-mêmes. Certains habits sociaux peuvent apparaître comme des déguisements. Ces Dupont D et T sont les équivalents du père de Hergé et de son oncle. Ils recevaient tous les ans de la comtesse du village de beaux vêtements. Le décalage entre la vérité sociale et leurs habits pouvait les faire apparaître comme des bâtards. Et tu as continué avec ton étude sur Gatien de Clérambault, psychiatre et photographe, celui que Lacan considérait comme son seul maître. Ce Clérambault a non seulement étudié l'érotisme du toucher des étoffes de certaines de ses patientes, mais aussi, je ne sais pas si je le prononce bien, le haïk. Vêtements amples que portent dans certaines occasions les femmes marocaines. Or, j'ai découvert que le mot haïk provient du verbe arabe aka qui signifie tisser.
Tu rends hommage à ton grand-père paternel, héros dans son village, lorsqu'il était charron. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la famille Tisseron des tisserands, encore un métier de la main? Cher Serge, dans ta dédicace à ton Tintin et les secrets de famille, tu m'écris: mais à quand une sociologie de la famille hergéienne? Tu aurais pu ajouter: mais à quand une sociologie de la famille tisseronienne? J'aurais pour l'instant du mal à l'écrire si je me limite à tes écrits, car à ce niveau-là, le silence est de rigueur. La première vignette que tu as dessinée dans un de tes cahiers de classe représente une voiture Tintin de dos avec un rétroviseur. Dans tes livres où tu parles directement ou indirectement de toi, c'est Serge et ses parents, Serge et ses grands-parents. Mais où sont Serge et ses conjoints? Où sont Serge et ses enfants? La messe pour le temps présent que tu écoutais peut-être avec John Baez, les Beatles et Léo Ferré n'est pas dite dans ton œuvre. Les résonances du passé dans le présent, tu les entends. Celles plus paradoxales des résonances du futur dans le présent aussi. Et pour en savoir plus, il nous faudra donc attendre la lecture de tes mémoires ou celle des écrits de tel ou tel de tes enfants. En attendant, c'est le futur qui te préoccupe. C'est pour cette raison que tu vas appeler pour la réception dans l'ordre de la Légion d'honneur un robot, mais pas encore habillé comme au Japon. François, tu ne peux pas remettre la médaille. Dorénavant, il faudra compter avec mes amis les robots. Je voulais aussi faire remarquer, pour ceux qui ne le sauraient pas, que pour la première fois sur scène, vous voyez un sociologue castrateur. Je remercie Serge de cette satisfaction. Alors là, il ne faut pas que je casse le robot. Ce n'est pas castrateur, c'est au contraire très doux. Toi, tu veux pas de pupitre? Le pupitre a disparu. Ben oui, elle était enlevée, le pupitre. Vous le voulez? Oh ben oui. Vous voudriez Ah, le pupitre? non, oui, non, mais le pupitre. Pour la Ça me photo. permet de... C'était parce qu'on vous voyait pas. Allez, on va se mettre sur le côté, mais... On va se mettre sur le côté pour la photo. La photo, je me fais mets-toi là. Avec deux profils. Il va peut-être dire, mais il ne faudrait pas que ça m'empêche. T'as pas de veste? Non. Non, si. Pique, hein? Je te fais confiance. Il m'avait promis de mettre une veste. Ah ben non. Moi, j'ai pas pris d'assurance. Hein. Non, sérieusement, je pense que c'est Oui. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, Serge, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur.
Bonne année, je m'en vais. Merci beaucoup, Nao. Merci beaucoup François d'avoir si bien posé quelques questions essentielles à mon sujet. Alors, c'était pas facile. C'était pas facile. Oui, Nao. La Légion d'honneur pour toi la prochaine fois, promis. Alors, oui, c'était pas facile parce que je suis comme tout le monde, je suis un peu un arlequin fait de morceaux plus ou moins bien cousus ensemble. Et alors, je me suis dit finalement, tu parles de moi, mais il y a bien 12 mois dans l'année civile, pourquoi il n'y aurait pas 12 parties de moi dans mon état civil? Et donc, je suis parti sur cette idée de prendre 12 mots, commençant par moi, qui vont peut-être te permettre de mieux connaître moi. Alors le premier mot, donc je vais prendre l'ordre alphabétique, le premier mot est moine. Alors moine, la solitude m'a toujours tenté, mais j'ai toujours su m'entourer de personnes qui m'obligeaient à en sortir. Et tu vois, je pourrais parler beaucoup de mes enfants de ce point de vue-là, mes 4 enfants qui m'ont toujours délogé de mes certitudes et qui continuent à le faire d'ailleurs avec une énergie dont je leur suis gré, voilà. Et puis toutes mes rencontres, voilà. Et puis last but not least, comme disent les Anglais, Marie-Noël, qu'on a beaucoup vu dans le film, et avec laquelle je partage ma vie depuis 22 ans et qui continue à me déloger de ma zone de confort avec affection et efficacité. Alors le second mot que je voudrais évoquer est le mot moineau. Le second mot que je voudrais évoquer est moineau. Alors le moineau, tu sais, c'est le seul oiseau dont le plumage marron évoque la robe de Saint François d'Assise. On ne peut pas y couper. Alors, si je puis dire. Donc ça me permet d'évoquer la mémoire de 2 dames qui se sont occupées de moi, qu'on a vu dans le film, et qu'on appelait les dames Vala, et elles me parlaient souvent de Saint François d'Assise, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, tous les deux, et elles me disaient, alors je ne sais pas si ça avait un rapport avec Saint François d'Assise, mais elles me disaient souvent, il n'y a pas d'autre chemin que celui que l'on se fabrique en marchant. Et voilà une bonne antidote aux réflexions parentales que tu as évoquées tout à l'heure. Je les remercie, bien sûr. Le troisième mot est moi-peau. Alors, c'est Denis Broutman, ce matin, qui a évoqué Didier Anzieux. Alors, le concept moi-peau est un concept métaphorique, créé par Didier Anzieux. Didier Anzieux était mon second psychanalyste, et j'ai découvert avec lui l'empathie en psychanalyse. Donc, j'en parlerai pas plus, mais j'en ai rendu compte dans un livre qui s'appelle « Fragments d'une psychanalyse empathique », et ce livre, à lui seul, vaut tous les remerciements. Le quatrième mot est moire. Alors si vous cherchez dans le dictionnaire moire, vous trouverez étoffe à reflets changeants et souvent ondés. Alors ça, tu l'as évoqué d'ailleurs, l'érotisme touché des étoffes. Alors ça me permet d'évoquer Yolande Papetin, ma seconde épouse, décédée depuis quelques années, à qui je dois m'être intéressé justement à ce que le psychiatre Gatien Clérambault appelait l'érotisme du toucher des étoffes. Alors voilà, je vous remercie beaucoup et ça m'a permis, ça a été d'ailleurs le point de départ de mes réflexions sur le rôle des objets comme support d'attachement et facteur de régulation émotionnelle. C'est pour ça, dans Comment l'esprit vient aux objets, le premier objet dont je parle, ce sont les vêtements et c'est en lien avec des choses auxquelles nous avions réfléchi ensemble. Alors le cinquième mot est moi en l'écrivant M-O-I-S, non pas M-O-I. MOIS. Pourquoi? Parce qu'à la fin de chaque mois, mon père répétait une sorte d'alexandrin boiteux. Il disait, si nous dépensons trop, attention Aline c'est ma mère, si nous dépensons trop, attention, c'est la fin des haricots. J'ai entendu ça régulièrement. Si nous dépensons trop, c'est la fin des haricots, et pourtant nous ne mangions jamais de haricots. Alors, le truc étonnant, c'est que ce n'est que très récemment que j'ai cherché à comprendre cette formule, la fin des haricots, et comme quoi on peut entendre dans sa famille pendant des années quelque chose d'incompréhensible sans jamais chercher à le comprendre. Et alors, c'est comme ça qu'on ne pose pas de questions sur le secret de famille, bien sûr, et merci à mon père d'avoir entretenu chez moi la curiosité, non seulement pour les haricots, mais pour le fait qu'on puisse accorder si peu d'importance à quelque chose qu'on entend pourtant régulièrement sans le comprendre. Encore une fois, c'est ce qui m'a mis sur le chemin des secrets de famille et de leur dynamique.
Le 6e mot est moise. Je ne dis pas Moïse, hein, s'il y a des psychanalystes dans la salle, je m'en excuse, je dis moise et pas Moïse. Alors la moise est une pièce de charpente, et bien sûr, elle nous permet d'évoquer la mémoire de mon grand-père paternel, menuisier charron, qui paraît-il savait tout faire avec ses mains. Alors en effet, j'ai beaucoup toujours valorisé l'activité des mains, et je rêve d'une campagne de l'Académie des technologies sur le thème « La main est le plus formidable outil que nous ayons à notre disposition. Créez avec vos mains ». Et je remercie au passage cette académie de m'avoir accueilli en 2016. Alors le 7e mot est moisir. Moisir, hein, sur le plan intellectuel, c'est rester englué dans les mêmes préoccupations. On appelait ça dans ma famille ratiociner. J'ai toujours eu l'angoisse de moisir, de ratiociner. Et pour ne pas moisir, il faut sortir de sa zone de confort. J'ai parlé tout à l'heure du rôle formidable que jouent les enfants, et notamment les adolescents, pour les parents dans cette fonction-là. Mais j'ai trouvé une autre idée, c'est écrire chaque année un livre différent sur un sujet différent. Alors, ça, c'était pas mal pour moi, mais mes éditeurs, des fois, tournaient un peu le nez. Ils auraient préféré que j'écrive un seul livre tous les 2 ans. Mais bon, en même temps, ils ont accepté de les relayer, donc merci à eux. Alors, le 8e mot est moissonner. Moissonner. Alors, moissonner, c'est un mot que je me disais beaucoup quand j'avais entre 16 et 18 ans, je lisais beaucoup. Et je pense vraiment que la lecture est une façon de moissonner les bonnes idées dans les champs des autres. Alors on moissonne, voilà, et puis on engrange. Et mon père aimait beaucoup les livres, il n'en lisait jamais. Un paradoxe familial, mais il les admirait beaucoup. Comment ? Comme les haricots. Mais il les valorisait beaucoup, non pas en eux-mêmes, c'est une manière d'envisager la grande littérature et tout ça, mais il vouait une véritable passion pour les livres qui était pour lui le seul moyen de s'élever à la fois dans la société et dans la vertu. Il n'en voyait pas d'autres, et j'espère avoir été fidèle à ses attentes. Le 9e mot est moite. Alors la moiteur évoque bien entendu l'angoisse. J'ai parlé de mon père, on arrive à ma mère, elle m'a communiqué son angoisse, c'est assez évident. Alors, bon, prenons les choses de la meilleure manière possible. C'était son cadeau à elle, et je pense que ça m'a permis de comprendre l'angoisse des autres. Tu vas me dire, on se console comme on peut. Le 10e mot est moitié. Alors là, c'est une référence à mon fils Antonin, qui invitait, quand il invitait ses camarades à la maison, il leur disait, c'est lui qui me l'a raconté, il leur disait, attention, mon père peut être très agréable, mais aussi très désagréable. Et alors, moitié-moitié, hein, finalement imprévisible, et alors évidemment, merci à celles et ceux qui l'ont accepté. Merci aussi à Marie-Noël, ta moitié. Oui, c'est ça, moitié-moitié. Moi, j'entends toujours mes parents dire ma moitié. Oui. C'était la manière. Alors le 11e mot n'est pas vraiment un mot, mais une expression, c'est moi tout seul. Moi tout seul, j'avais un grand frère, un Claude, on le voit dans le film, on jouait sur le balcon, il fabriquait des objets extraordinaires avec ses mains, et il fabriquait des maquettes en carton, et il faisait de la peinture admirablement, ce qui fait que je me suis dit très tôt, il ne faut pas faire une maquette en carton ni de peinture. J'ai fait une peinture à l'huile sur des chevalets, j'ai fait donc du modelage et de la caricature. Pour ne pas faire la même chose. Alors quand je faisais des choses, quand il voulait m'aider dans ce que je faisais, je répondais évidemment toujours moi tout seul. Voilà, moi tout seul, mais bien sûr j'imitais le mieux que je le pouvais. Et je le remercie d'avoir été si habile de ses mains, hein, et il m'a vraiment guidé et inspiré. Et pendant longtemps, je me suis efforcé de faire aussi bien que lui, ce qui a beaucoup contribué à développer mon habileté manuelle. Voilà, et puis le 12e mot, alors je ne l'ai pas trouvé. Et ça me permet de dire qu'il y a toujours quelque chose qui manque quelque part. Voilà, il nous faut chacun, homme ou femme, nous en accommoder. Et voilà, alors je ne sais pas si vous avez tout compris, mais ne vous inquiétez pas, d'une certaine façon, j'en suis au même point que vous, je précise, je m'efforce d'être le plus clair possible dans ce que j'écris. Pourquoi ? Parce que je cherche à créer au dehors la clarté qui me manque au-dedans.
Mais j'essaye en même temps, donc du coup, j'essaye de ne pas me cacher ma part d'ombre, et ça me permet de jouer à cache-cache avec elle, et parfois, vous l'avez compris, d'en rire. Voilà. Ben, merci de m'avoir accompagné dans cette petite promenade. Merci à tous ceux qui ont accepté de dire quelques mots sur l'un ou l'autre de mes mois. Et puis merci encore à toutes celles et tous ceux qui ont rendu cette soirée possible. Et puis merci à vous tous, parce que si vous n'aviez pas été si nombreux pour venir nous écouter, nous n'aurions sans doute pas eu envie de raconter tant de choses. Bonne soirée à tous. François était captivé au point d'oublier le rituel. Non, mais c'est surtout l'émotion, puisque... alors, est-ce qu'on aura à signer la feuille? Oui, oui, oui. Qui fera... Oui, mais je te lis la fin de la feuille. Donc, François de Singly, etc., nous avons prononcé la formule, impeccable, et j'ai oublié, point, puis nous lui avons remis l'insigne de son grade, point, puis nous lui avons donné l'accolade.